David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour. Alors, on sait que vous êtes candidat à la présidence de la métropole. Les sondages ne vous sont pas franchement favorables pour l'instant. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette campagne? D'abord, on ne l'aborde pas, parce que ça fait un moment qu'on est en campagne. Ça fait déjà quelques semaines que, en tout cas, moi, je suis en campagne. Quand je dis je, c'est plutôt nous sommes en campagne, parce que nous sommes nombreux à être en campagne derrière ma candidature. On l'aborde avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'optimisme. Aujourd'hui, les seuls indicateurs, c'est des sondages que l'on peut avoir, qui pourraient objectiver les choses. Donc, il faut laisser, je crois, la campagne se dérouler. On rentre finalement aujourd'hui, en tout cas, dans le dur de la campagne, puisqu'on sent que c'est aujourd'hui que les gens commencent, tout doucement, à s'intéresser aux élections municipales et métropolitaines, quand ils comprennent ce que sont les élections métropolitaines et commencent tout doucement à s'interroger au sujet, qui est là, qu'est-ce qu'on propose. Donc il est un peu tôt pour, j'allais dire, bâtir des pronostics ou un scénario. Alors vous êtes président de la métropole depuis 3 ans. On va en parler plus longuement dans cet entretien, savoir ce que vous avez porté dans cette collectivité. Mais les gens ne vous connaissent pas forcément beaucoup, moins que certains de vos concurrents en tout cas. Quel a été le moteur de votre engagement? Le moteur de l'engagement, d'abord un parcours, parce que je n'ai pas fait ça toute ma vie. Comme quand on dit moins connu que nos concurrents, il y a un concurrent qui est très connu, celui qui a passé toute sa vie à faire de la politique. Tous les autres ont des profils qui sont très divers et très variés, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Et moi, je fais partie de ceux qui ont eu d'abord et avant tout une carrière professionnelle, d'ailleurs diverse et variée, parce que j'ai d'abord été, mon métier de base, c'est j'étais infirmier. J'ai exercé à l'hôpital Édouard Herriot dans un service de réanimation. Et puis ensuite, je suis parti travailler dans une entreprise de transport maritime, ce qui n'a strictement rien à voir avec le métier précédent. J'en ai créé une dans les années 90. Et j'ai exercé jusqu'à il y a encore 3 ans, puisque j'ai arrêté toute activité professionnelle fin 2017. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai exercé des activités professionnelles. Et parallèlement à ça, j'ai toujours eu un engagement qui était un engagement associatif, qui était plutôt tourné autour de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. C'était plutôt ces choses-là qui m'intéressaient. C'était le fruit sans doute d'un parcours personnel, d'un parcours, on va dire, familial peut-être. Et puis, bien sûr, cet engagement associatif. Pourquoi un parcours familial? Parce que je suis issu d'une famille, je suis un petit-fils mon grand-père était un tailleur juif polonais, donc vous voyez, dans les années 40, c'est une histoire qui nous a, on va dire, beaucoup marqué les uns et les autres dans la famille. Parti de là, voilà, sans doute une envie de mobiliser sur ces questions-là. J'ai été aussi un militant politique, puisque je suis rentré au Parti Socialiste moi, dans les années 80, dans un premier temps, un militant qui n'était pas très actif, mais en tout cas qui s'intéressait déjà à la chose publique. Et je crois que ce qui a été déterminant pour moi, c'était de se dire à un moment donné, je l'ai dit d'ailleurs lors des vœux du 4e arrondissement il y a quelques jours, en présence de Gérard Collomb, j'ai souhaité à un moment donné faire en sorte de sortir du discours théorique et de le mettre en pratique, y compris d'ailleurs avec toutes les contradictions que ça a, c'est-à-dire d'avoir des grandes idées, d'avoir des envies pour la ville, pour la métropole, et puis après de mettre les mains dans le cambouis. C'est ce qui m'a intéressé, ce qui a été à mon avis déterminant. La deuxième chose déterminante, c'est sans doute le projet que portait à l'époque Gérard Collomb dans les années 99-2000, avant la victoire de 2001, qui m'a convaincu de rejoindre cette aventure en 2001. Vous évoquez les vœux du 4e, ils se sont terminés sur un esclandre qui vous a beaucoup énervé. Qu'est-ce qui Non, ça ne m'a pas énervé. D'abord, moi, je ne m'énerve pas. Ça ne m'a pas énervé, ça m'a attristé, ça m'a choqué. Et j'ai trouvé que ce n'était pas digne de quelqu'un qui a une carrière aussi longue que celle de Gérard Collomb. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé que ce n'était pas digne. On a fait des vœux très... Moi, j'ai eu des mots très courtois, très respectueux du maire de Lyon, comme d'ailleurs à chaque fois que je fais un discours en sa présence depuis déjà de nombreux mois, où je lui expliquais que, eh bien, ma foi, on avait eu un parcours commun qui était riche, en combats électoraux, en combats politiques, des projets qu'on a portés ensemble, et qu'aujourd'hui nos chemins n'étaient pas les mêmes, mais que pour autant le combat politique n'interdisait pas d'avoir la reconnaissance de ce qui avait été fait, et que je le remerciais publiquement du travail que nous avions fait en commun. Et puis, ma foi, Gérard Collomb, lui, est parti dans un discours ignorant toute cette période-là et montrant surtout la grande différence aujourd'hui, puisque Gérard Collomb lui prône ce qu'il a toujours prôné, l'économie qui, par miracle, viendrait ruisseler sur tous les sujets. Il s'est fait chahuter par des gens dans le public. Comme vos amis? Pas foncièrement des amis à moi d'ailleurs, hein. L'extrême gauche qui est dans le squat, une partie de l'extrême gauche qui est dans le squat Maurice Sèvres, et sont pas foncièrement mes amis, qui se sont manifestés.
D'autres qui se sont manifestés parce qu'ils trouvaient que le discours était trop long. 30 minutes, c'est beaucoup. Plus de 30 minutes, c'est beaucoup. Et donc, comme il développe peut-être une forme de paranoïa, il a pensé que tout ça était organisé. C'est son droit. Mais surtout, ce qui était très triste et très choquant, c'est derrière les propos qu'il a tenus pendant une demi-heure en se promenant auprès des Croix-Roussiennes et des Croix-Roussiens, en expliquant qu'on était en train de brader le quartier, qu'on faisait n'importe quoi, qu'on ouvrait des squats, qu'on livrait la Croix-Rousse à des gens peu recommandables, enfin des propos extrêmement choquants. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis exprimé en la matière, parce que sa théorie de l'appel d'air ne tient pas. Et c'est pas en ne faisant rien, en ne gérant pas les squats, en ne gérant pas les mineurs non accompagnés, telle que la situation que j'ai trouvée en 2017 dans cette métropole, eh bien ma foi qu'on règle les problèmes. Et donc je me suis exprimé très tranquillement, non pas énervé, mais attristé que son parcours, y compris le ministre de l'Intérieur, ne lui donne pas une clairvoyance suffisante pour se rendre compte de la situation telle qu'elle est, pas telle qu'il l'imagine et qu'il l'agite autour de lui. Enfin, vous parlez du dossier des mineurs non accompagnés. C'est un des premiers dossiers lourds que vous avez eu à traiter effectivement comme président de la métropole. Et c'est le premier dossier qui vous a mis en divergence avec Gérard Collomb. Oui, parce qu'en réalité, moi quand j'arrive, j'étais déjà dans cet exécutif, hein, mais j'étais moi en charge de l'économie depuis 2008. Au passage d'ailleurs, quand Gérard Collomb donne des leçons, on va dire d'économie, d'attractivité, de rayonnement, il ne peut pas me les donner à moi. J'étais son vice-président en charge de l'économie depuis 2008. Et donc j'ai participé aussi à ce développement des filières, enfin l'entrepreneuriat, enfin tout ce qui fait l'économie. Mais j'ai découvert, moi, en 2017, effectivement, un dossier que je n'avais pas dans mon viseur, en quelque sorte. C'était un dossier protection de l'enfance, c'est de la compétence de la métropole, hein. Avec un phénomène extrêmement inquiétant et préoccupant, c'était l'arrivée massive de mineurs non accompagnés qui arrivaient des quatre coins du monde, en particulier plutôt d'Afrique, de Libye, avec des parcours pour bon nombre extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Et sous la responsabilité de la métropole, parce que ça, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la métropole, protection de l'enfance. Et j'ai découvert avec beaucoup de surprise que rien n'avait été anticipé, qu'aucun budget n'avait été prévu, qu'aucun dispositif n'avait été prévu pour anticiper ce phénomène. Et donc, on a pris du retard, en quelque sorte, parce qu'il a fallu eh bien, faire des appels d'offres pour améliorer les conditions d'accueil, faire des appels d'offres pour créer des places d'hébergement. Je me suis engagé sur un certain nombre de choses que j'ai réalisées complètement aujourd'hui. On est passé d'un budget de 15 millions d'euros à aujourd'hui, 3 ans après, un budget de 50 millions d'euros, mais parce que c'était absolument nécessaire, il en allait de notre compétence. Et puis j'ai toujours dit qu'il y avait la compétence, et puis il y avait aussi un souci d'humanisme. Lyon s'est bâti sur ces fondements-là. Il ne s'agit de pas l'oublier, quand en plus on en a les compétences, de répondre à cette demande-là. On l'a fait, il y a encore quelques imperfections, mais je crois qu'on a beaucoup fait sur cette question-là, y compris d'ailleurs le défenseur des droits le reconnaît, puisqu'aujourd'hui il nous écrit pour nous dire que les choses sont plutôt bien traitées ici, dans cette métropole. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un appel d'air. Moi, je ne crois pas à cette théorie. Je ne crois pas qu'il y ait un adolescent au fin fond de la Libye qui dise « Tiens, c'est super à Lyon, je vais venir ». Non, au contraire, ça a plutôt, finalement, dans la mesure où on encadre ça et on l'organise, on tape à quelque sorte les filières clandestines, les marchands de sommeil et ce genre de choses, parce que quelque chose est mieux encadré. Donc ça m'a particulièrement choqué, effectivement, cette prise de position. Ce qu'il a dénoncé aussi, c'est l'idée à ses yeux d'une gabegie, parce que c'est des budgets très conséquents. Je crois que vous avez rajouté 50 millions d'euros dans l'accueil des mineurs isolés. C'est un effort que la métropole va continuer à faire. Ouais, je crois que d'abord, on ne peut pas parler de gabegie. D'abord, c'est notre compétence. C'est un peu comme si, je sais pas, moi, on disait, on a la compétence sur la propreté, puis on arrête de nettoyer les rues parce qu'on considère que ça coûte trop cher. On a la compétence sur le logement, on arrête de construire, ça coûte trop cher. On a la compétence sur le transport, on arrête de financer le Citral, ça coûte trop cher. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est d'abord et avant tout une compétence, on se doit de l'exercer. Ou alors, il ne fallait pas créer la métropole telle qu'il l'a créée. Cette métropole, il l'a créée, il l'a voulu. Mais il l'a voulu en oubliant qu'il y avait des tas de compétences dans cette métropole, et des compétences sociales, médico-sociales, la protection maternelle infantile, le handicap, la question du vieillissement dans cette ville, enfin tout ce qui tourne autour des personnes les plus fragiles, c'était les compétences du Conseil général en quelque sorte. Et il faut les exercer. Et même si sur les mineurs non accompagnés, il n'avait pas ce souci-là, mais il faut avoir au moins le souci de la protection de l'enfance, parce que la protection de l'enfance, c'est l'ensemble de nos habitants qui est concerné. Les enfants victimes de violences, ce n'est pas uniquement la question des mineurs non accompagnés, c'est dans tous les quartiers de la ville où vous avez des enfants qui sont victimes de violences, y compris dans leur famille. Et si on ne crée pas les conditions d'accompagnement, d'hébergement, enfin l'actualité l'a montré, hein,
Il y a un reportage d'M6 il y a quelques jours qui montre l'état dans ce pays de la protection de l'enfance, département par département. Donc il est extrêmement utile d'agir. Et ce n'est pas contradictoire avec d'autres actions dans cette métropole. Ce n'est pas parce qu'on met sur un budget de 3,5 milliards d'un mandat 35 millions d'euros supplémentaires, 35 millions d'euros sur 3,5 milliards pour les mineurs non accompagnés, qu'on va dégrader l'attractivité de la métropole, qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entreprises qui viennent, que les commerces ferment. Enfin, cette version apocalyptique de Gérard Collomb n'a aucun sens et repose sur aucun fondement, si ce n'est quelque chose qui me paraît assez daté. Puisque les électeurs auront à choisir entre plusieurs alternatives dans les semaines qui viennent, sur la question des mineurs accompagnés, si Gérard Collomb est élu, qu'est-ce que ça change ? Si Gérard Collomb est élu, je pense que qu'est-ce que ça change, c'est qu'il va repasser les mêmes consignes qu'il avait passées au service en 2015 et 2016, pas un euro supplémentaire sur les dépenses sociales dans cette métropole. C'était ce qu'il avait indiqué, y compris d'ailleurs en exigeant des choses assez ahurissantes, puisqu'il demandait y compris sur des choses dont nous ne sommes pas maîtres. Quand l'allocation RSA augmente, ce n'est pas la métropole qui le décide, c'est l'État qui le décide. Certaines allocations, c'est l'État qui le décide. Et donc il faut bien prendre en compte ces augmentations-là. Donc il risque d'y avoir effectivement une dégradation de ce côté-là. Et je crois qu'en réalité, il se trompe parce que l'attractivité de la ville repose sur un équilibre étroit entre, bien sûr, une politique de développement économique hyper active, puisque c'est la question de l'emploi, mais il faut qu'il y ait cet équilibre social et la transition écologique. Donc il faut trouver cet équilibre-là, et l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Et je pense que ça, il ne l'a pas dans son esprit. Y compris d'ailleurs, d'autres se mobilisent sur ces problématiques-là. Alain Mérieux, qu'on ne peut pas qualifier pour le coup de décroissant ou de gauchiste, a créé l'entreprise des possibles. L'entreprise des possibles, c'est des entreprises qui se regroupent autour d'une fondation pour dire il faut qu'on mette des moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne à la rue. Parce que c'est intolérable d'abord humainement, mais c'est aussi une question d'équilibre de cette ville. Et donc moi je travaille dans cet esprit-là. Et couper les budgets, ça veut dire concrètement remettre des jeunes à la rue. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à la demande, si vous ne créez pas d'hébergement supplémentaire, on l'a vu, qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques semaines? J'ai souhaité, moi, qu'on crée une quarantaine de places pour des femmes et 40 places pour des enfants à la rue. On a ouvert dans un collège La Salle à Caluire, en lien d'ailleurs avec le maire de Caluire, qui lui non plus n'est pas réputé pour être d'emblée quelqu'un d'extrême gauche, comme Gérard Collomb souhaiterait me caricaturer. On l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que, eh bien, ma foi, ça permet, en accueillant ces femmes avec ces enfants qui seraient à la rue, de libérer des places d'hébergement pour d'autres, et notamment des enfants sans toit, familles sans toit, etc. Et d'aider l'État, finalement, quelque part, à retrouver des places. Et c'est absolument nécessaire dans cette métropole d'avoir cet équilibre-là. Je pense que c'est intolérable pour tout le monde, et quelles que soient d'ailleurs ses options politiques. Vous avez l'air d'avoir une divergence assez tranchée sur la vision du social dans cette métropole avec Gérard Collomb. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu dans toutes vos années de collaboration avant? Non, mais avant, la métropole n'existait pas. On n'avait pas ces compétences. Donc on n'avait pas lieu de se battre sur des budgets que nous n'avions pas. On n'avait pas ces compétences. C'est au 1er janvier 2015 où on prend l'ensemble de ces compétences, et là, on a tous les leviers. Et c'est là où commence à être nécessaire de faire des choix, l'insertion, le logement d'abord, la précarité. Tout ceci, nous n'avions pas les leviers auparavant. On était Grand Lyon avec les grandes fonctions urbaines. On prend ces compétences, et c'est là où effectivement arrive sans doute un certain nombre de divergences sur la façon dont on peut construire cette métropole en ayant tous les leviers à notre disposition. Ce n'était pas le cas. Et ce moment où vous devenez président de la métropole, avec ces compétences-là, vous rentrez un peu en contradiction avec le Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Est-ce que, à l'époque, ce qu'il dit au ministère de l'Intérieur vous choque? Moi, là-dessus, si vous voulez, d'abord, oui, je suis choqué par un certain nombre de propos qui me paraissent être des formules un peu... je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un communiqué de presse, là, penser que les gens font du benchmark pour savoir là où les conditions d'accueil sont les meilleures, c'est quand même une drôle de vue de l'esprit. Ça n'existe pas dans la réalité. Ici ou là, on va toujours sortir un cas que l'on aura trouvé, bien évidemment, extrêmement choquant. Ça existe, mais ce n'est pas la majorité des gens. Et donc, bien évidemment, moi j'ai été choqué par cette prise de position.
Mais moi, mon job, c'était pas de passer mon temps à critiquer le ministre de l'Intérieur, c'était de trouver des solutions avec les leviers que j'avais sur la métropole. J'ai préféré me concentrer là-dessus. C'est vrai que ça a été une des premières divergences que nous avons pu constater, tous les deux. Bon, il y en a eu d'autres après, sur d'autres sujets. Il vous l'a fait savoir tout de suite? Il me l'a fait savoir assez vite, ouais. Il me l'a fait savoir assez vite. Je lui ai dit que j'étais président de la métropole et que, ma foi, je faisais les choix en mon âme et conscience et que ça continuerait dans cette direction et que je ne bougerais pas d'un iota sur ces questions-là. Quelle insolence! Non, c'est pas de l'insolence, c'est un esprit de responsabilité. Président de la métropole, je n'étais pas, comment dire, une marionnette ou, je l'avais dit, un intermittent qui prenait ses ordres ici ou là. C'était simplement prendre des conseils de l'ancien président de la métropole. Ça me paraissait tout à fait normal. Prendre l'expérience sur un certain nombre de sujets. Continuer à développer un certain nombre de projets qui avaient été initiés en amont, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas un projet qui n'a pas vu le jour, qui avait été décidé en amont. Par contre, des nouveaux sujets qui arrivaient, il fallait que je les prenne avec toute ma responsabilité. C'est ce que j'ai fait, mais y compris d'ailleurs dans des sujets de développement économique. L'implantation d'un certain nombre d'entreprises industrielles dans les 3 ans qui se sont écoulés, elles ont été initiées à un moment donné, au moment où je deviens président de la métropole, avec bien évidemment l'appui des forces économiques. Et ça, c'est pas Gérard Collomb qui l'a initié, c'est moi. Donc moi, j'ai pas de contradiction entre continuer à développer cette métropole d'un point de vue économique, puisque c'est des questions d'emploi, évidemment, et bien ma foi, aller plus vite sur la transition écologique, aller plus vite sur la nécessité d'avoir cet équilibre social. On pourrait parler du logement de la même manière. Abordons justement les questions liées pas seulement au social, au logement, mais à l'équilibre social de la métropole. Depuis votre poste d'observation, je ne sais pas si vous avez vu Les Misérables de la Djili. Oui, je l'ai bien vu. Ouais. Est-ce que la description qui est faite de la Seine-Saint-Denis dans ce film, est-ce que c'est une description que vous retrouvez dans l'agglomération lyonnaise? Non, je crois qu'on ne la retrouve pas dans l'agglomération lyonnaise, mais on peut la redouter, en tout cas. Il faut la prendre comme une alerte extrêmement forte. Et je pense qu'il faut faire attention, effectivement, dans une métropole comme la nôtre, qui est une métropole qui va plutôt bien, qui a des bons résultats, y compris une santé financière exceptionnelle. Cette collectivité a une santé financière exceptionnelle. Ce qui doit d'ailleurs nous donner la possibilité de mieux investir, d'investir plus, d'avoir des leviers plus importants. Et en même temps, cette métropole qui va bien, il ne faut pas qu'elle ignore qu'ici ou là, il y a une métropole qui va mal dans un certain nombre de quartiers, donc il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Il faut accélérer sur la rénovation urbaine dans un certain nombre de nos quartiers, même si ça ne dépend pas que de la métropole, mais aussi de l'État, de l'ANRU, de la politique de la ville. Ce n'est pas juste la responsabilité de la métropole. Il faut, à mon sens, aller plus vite sur un certain nombre de questions de mobilité, parce qu'on sait bien que les mobilités, c'est aussi un frein à trouver un job, à l'insertion, etc. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. Donc moi, c'est une perception, je pense, assez fidèle de ce que je constate sur le terrain. Donc il faut rééquilibrer cette métropole. Sur le terrain, elles se portent comment, les banlieues lyonnaises? Je pense on rencontre un certain nombre de difficultés. Moi, quand je discute avec Hélène Geoffroy à Vaux-en-Velin, par exemple, Hélène Geoffroy, qui est très concentrée sur ses missions, avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce que être maire de Vaux-en-Velin, c'est pas si facile que ça. Faire le choix de l'être, c'est assez remarquable. Elle sent qu'elle a besoin d'autres moyens, des moyens supplémentaires, et notamment, ses grandes questions, c'est sur la mobilité, sur l'insertion professionnelle, sur la sécurité, où elle demande des moyens supplémentaires, parce qu'elle sent bien que si on laisse partir les choses, ça pourrait devenir assez vite, bon, peut-être pas dramatique tout de suite, mais enfin problématique. Il y a des poches d'insécurité, il faut aller traiter tout ça. On voit, vous venez de dévoiler votre projet en matière de logement. Vous avez dit que vous ne vouliez pas être le président d'une métropole à 10 000 € le mètre carré. On voit que c'est quand même la politique d'attractivité de la métropole qui nous crée aussi ces problèmes d'un logement qui se renchérit. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir poursuivre cette politique et donc espérer, je crois que l'objectif c'est d'ici 2030 avoir 150 000 habitants de plus? Oui, moi je ne cours pas après les chiffres et le SCOT là, qui dit 150 000 habitants, 15 000 habitants par an, je crois, à peu près c'est ça. Je crois que ce n'est pas ça qui doit aujourd'hui nous obséder. Ce qui doit nous obséder, c'est de faire en sorte que quand on accueille des nouveaux habitants, on ait en face les conditions qui soient créées pour les accueillir. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que sur le logement, effectivement, on est victime en quelque sorte du succès. Vous l'avez bien indiqué. Et donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer tout ça pour faire en sorte
notamment sur les classes moyennes, que les gens puissent continuer à se loger là où ils le souhaitent dans la métropole, et qu'ils ne soient pas en première ou en deuxième couronne s'ils ne l'ont pas souhaité. Certains l'ont souhaité, c'est différent, mais ceux qui ne l'ont pas souhaité doivent pouvoir continuer à habiter en ville. Je donne toujours cet exemple, parce que je le connais assez bien, c'est si vous êtes un couple d'aides-soignants, que vous travaillez à l'hôpital de la Croix-Rousse, et que vous prenez votre service le matin à 6h30, et que vous habitez en première ou en deuxième couronne, ça devient assez compliqué de continuer à venir travailler à la Croix-Rousse. Si qui plus est, ça fera peut-être le lien, vous avez demain des gens qui ont des leviers et qui ne pensent uniquement à l'écologie sans penser à la transition sociale, et qui vous imposent dans une zone de faible émission de changer votre véhicule personnel sans aide, eh bien, vous vous trouvez face à des problèmes. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on ait une action forte sur le logement. Ça veut dire en quelque sorte ce qu'on a déjà enclenché avec Michel Lefaou, deux choses. L'Office foncier solidaire, qui permet, ma foi, de désolidariser le coût du foncier du coût de la construction. Ça permet de faire baisser le coût du logement à la vente, enfin le prix du logement à la vente. Avec des fonds engagés qui sont très faibles pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce qu'on démarre, donc il fallait démarrer. Faire beaucoup plus de réserves foncières, et on a les moyens de le faire, parce que je le disais, on a une santé financière qui est très bonne, donc on peut investir beaucoup plus pour faire de la réserve foncière. La métropole peut investir beaucoup plus dans les prochaines années. C'était l'idée qu'avait Olivier Brachet, qui n'a pas été menée à terme, d'avoir des réserves foncières beaucoup plus importantes. Et puis c'est bien sûr ce qu'on a commencé à faire avec Michel Lefaou, c'est de bloquer dans les zones d'aménagement concerté des prix plafonds avec les promoteurs, au moment où ils signent pour rentrer dans une zone d'aménagement concerté, dans ce qu'on appelle les ZAC, avec des prix et des prix plafonds. Voilà les manières dont on peut, ou sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir essayer de contenir, de maintenir et de faire en sorte qu'on n'ait pas effectivement cette explosion qu'on connaît déjà Lyon et Villeurbanne, mais ça va même au-delà, parce que chaque fois qu'on a des prix qui augmentent de manière forte sur Lyon et Villeurbanne, on a des effets collatéraux, et les prix augmentent aussi, et commencent à augmenter en première couronne et en deuxième couronne, alors pas de manière aussi importante, mais ils augmentent. Vous avez parlé du candidat écolo, Bruno Bernard lui dit on a déjà trop de difficultés, il faut arrêter de vouloir des nouveaux habitants à Lyon, alors que dans la région, on a Saint-Étienne où il y a 15 000 logements vides. Et il faudrait mieux une politique de réseau. Ça, c'est pas votre discours. Vous souhaitez continuer d'attirer à Lyon. Non, c'est-à-dire que Bruno Bernard, je comprends ce qu'il dit. Simplement, c'est le faire. Parce qu'on peut faire des tas de déclarations sur mes désirs les plus profonds, tout ça. Mais comment concrètement, quand il dit il y a 15 000 logements vides à Saint-Étienne et il faut faire une politique de réseau. Mais comment? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Et donc moi je pense que concrètement on a déjà une chose à faire, c'est de mieux contrôler. On a à plus investir. Il faut investir plus d'abord sur les mobilités. C'est ça qui fera en sorte que, bien évidemment, les gens qui viennent sur notre métropole, eh bien, ma foi, tous les jours ne viennent pas encombrer toutes les routes de la métropole. 250 000 personnes qui rentrent tous les jours, qui viennent de l'extérieur de la métropole et qui viennent y travailler. Donc c'est les questions de mobilité sur lesquelles il faut travailler. On a les moyens d'investir de manière beaucoup plus forte. C'est la question du logement pour le rendre accessible au plus grand nombre, y compris en cœur de ville. Et pour ça, il faut continuer à pouvoir financer tout ça. Et financer tout ça. Pourquoi on a une santé financière extrêmement bonne sur la métropole? Parce qu'on a des rentrées fiscales, parce qu'on a de l'attractivité, parce qu'on a des mouvements, parce qu'on a des entreprises. Si demain on n'a plus rien, on n'arrivera pas à le financer, et donc on aura des difficultés à financer les mobilités, à financer le logement. Il faut qu'on puisse faire en sorte aussi... C'est le discours de Gérard Collomb depuis longtemps, mais on voit que les difficultés, ça... Non, mais le discours de Gérard Collomb, c'est un discours de ruissellement, c'est-à-dire on ne mène pas des politiques volontaristes. On ne mène pas de politique volontariste. On ne fait pas d'office foncier solidaire, je l'ai fait. On ne fait pas de réserve foncière suffisante, je le fais. On n'investit pas suffisamment sur les transports en commun, il faut multiplier par 2 le budget du Citral. Moi, quand je l'ai dit il y a 8 mois, tout le monde rigolait, tout le monde disait c'est scandaleux, il est fou, il est devenu fou. Finalement, tout le monde aujourd'hui dit le prochain mandat, il faut multiplier par 2 le budget du Citral pour améliorer l'immobilité. Donc on ne s'était pas trop trompé sur le sujet. Il faut absolument faire cela. Bien évidemment, renforcer la coopération avec Saint-Étienne. On n'a pas attendu d'ailleurs que Bruno Bernard en ait l'idée pour le faire. On le fait depuis déjà fort longtemps. Il faut continuer à le faire. Il faut améliorer les mobilités entre Saint-Étienne et Lyon, bien évidemment. Le jour où on aura amélioré ces mobilités, on pourra effectivement décréter en quelque sorte que des gens puissent aller entre guillemets, habiter et remplir les appartements vides de Saint-Étienne. Mais ça ne se décrète pas comme ça d'un coup de baguette magique. Et puis surtout, il faut faire attention à ce que cette attractivité
ne déçoivent pas finalement celles et ceux qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate des difficultés, on a pris du retard, notamment dans tout ce qui est service public ou service au public. Les écoles, les collèges, les gymnases, un certain nombre d'établissements comme ça où on a pris du retard. Pourquoi moi j'ai indiqué... Est-ce que c'est raisonnable de construire 50 000 logements comme votre programme le prévoit dans le prochain mandat, alors qu'on a déjà un manque d'équipement? Parce qu'aujourd'hui on en a besoin, parce qu'on a des gens qui ont des difficultés pour se loger, parce que si on veut faire en sorte que les gens puissent continuer à venir travailler dans cette ville, il faut bien pouvoir les loger. Et si on veut que le logement soit accessible au plus grand nombre, il faut que l'offre soit là. Et donc c'est important de le faire. On n'est pas sur des chiffres qui sont délirants, on est juste en train de récupérer du retard. Et dans ces logements, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du logement étudiant. Bruno Bernard ne peut pas dire en même temps il y a des problèmes pour loger les étudiants et je ne vais pas construire de logement. Enfin, il y a un moment donné, quand on dit on veut conserver les seniors, nos seniors veulent rester dans leur cœur de ville. Il faut du logement adapté. Ces 50 000 logements, ça fait partie aussi de ces types de logements. Ce n'est pas simplement du logement pour accueillir les nouveaux arrivants. C'est aussi pour répondre aux besoins des familles qui sont déjà présentes ici, de celles et ceux qui ont des besoins pour venir se loger et se loger ici dans cette ville-centre, à Villeurbanne ou ailleurs sur la métropole. Après, poursuivre le développement de l'agglomération, ça veut dire aussi développer des zones qui n'étaient pas développées. Est-ce qu'on ne poursuit pas, j'ai vu que vous vouliez créer des nouveaux centres à la métropole. Est-ce que vous ne craignez pas d'augmenter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols? Non, je crois on a eu un développement pendant longtemps qui était très concentré, quoi. On a dit on fait Gerland, enfin, on a connu ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui envisager un développement qui soit plus, ce qu'on appelle c'est un peu techno, mais un peu multipolaire, c'est-à-dire des lieux où on retrouve sur un seul lieu toutes les fonctions de la ville. Ça veut dire un lieu où on y retrouve les loisirs, le logement, le travail, ce qui évite d'ailleurs au passage des mobilités incessantes. C'est ce qu'on est en train de faire notamment au Vallon des Hôpitaux avec l'arrivée du métro. C'est ce qu'on pourrait faire sur d'autres territoires. On a quelques projets, notamment dans le Val-de-Saône, là, pas d'Ardilly, sur le Val-de-Saône, avec un projet qui s'appelle La Loupe, en bordure de Saône. C'est d'essayer de développer des lieux où les gens aient moins besoin de se déplacer en permanence. Je pense que ça, c'est absolument nécessaire de le faire. Et ce n'est pas aller manger des mètres carrés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité de mettre un certain nombre de clauses, y compris dans le plan local d'urbanisme et d'habitat, pour faire en sorte qu'on ait ce développement équilibré, mais qui soit plus multipolaire et pas uniquement concentré sur la ville-centre comme on l'a fait pendant longtemps. Alors votre politique, vous appelez ça un choc de l'offre. Donc l'idée, c'est de construire des logements moins chers au départ. Ce qu'on voit dans les politiques d'accession sociale à la propriété, c'est qu'au bout d'un laps de temps, finalement, les prix montent de la même manière. C'est simplement ceux qui ont eu la chance de les acheter pas cher qui font une grosse plus-value, mais ça n'a pas freiné l'évolution du prix de l'immobilier. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place qui existent et qu'on présentera d'ailleurs, qu'on est en train de présenter. Michel Lefaou, qui porte ces questions-là avec moi dans notre équipe, aura l'occasion de montrer quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour mieux contrôler tout ça. Mais ça me paraît extrêmement important d'avoir une politique du logement qui soit extrêmement dynamique pour continuer à accueillir les gens qui le souhaitent et d'avoir cette mixité au cœur de la ville. Sinon, on va connaître une ville telle qu'on connaît à Paris. À Paris, il y a 2 ans, on a commencé de fait, les gens ne viennent plus. On a fermé des écoles publiques en cœur de ville à Paris parce qu'il n'y avait plus les familles pour venir dans ces écoles. Je ne crois pas que c'est ce qu'on souhaite sur notre métropole et c'est comme ça que l'on doit, à mon sens, travailler. Est-ce qu'il faut encadrer les loyers? Non, je crois que d'abord, cette question-là, je crois qu'il ne faut pas la fermer. Moi, je ne la ferme pas. Mais je pense que dans un premier temps, ce n'est pas ce qui est utile. Et d'ailleurs, les études le montrent. Sur Lyon, il y a un observatoire des loyers. Tous les professionnels y participent. La métropole y participe. Et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet majeur. Ce n'est pas les loyers. D'autant plus qu'on se rend compte que, comme il y a une faible mutation quand les gens ont un appartement, ils ne bougent pas. En fait, ça n'a aucune incidence, donc très peu d'incidence. Donc pour l'instant, ce n'est pas, je crois, là-dessus qu'il faut faire porter les efforts, même s'il ne faut jamais écarter, pour des raisons idéologiques, la possibilité d'encadrer les loyers. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je propose. Moi, dans l'immédiat, ce n'est pas notre priorité. J'ai vu qu'il y avait aussi une brigade anti-Airbnb pour... C'est pas une brigade anti-Airbnb, c'est simplement, je pense que on voit ce phénomène-là se multiplier. D'ailleurs, de fait, au détriment d'un certain nombre de locations possibles. On parlait du logement étudiant. Aujourd'hui, les étudiants ont des difficultés à trouver du logement de plus en plus sur la ville
parce que le phénomène Airbnb, c'est vrai que c'est plus rentable de faire du Airbnb que de loger, que de faire de la proposition à des étudiants. À partir de là, on a mis en place un certain nombre de mesures. Je pense qu'il faut les étendre à l'ensemble de la ville, et de Lyon et à l'ensemble de Villeurbanne. Mais par contre, pour ça, il faut qu'on ait des gens qui contrôlent de manière beaucoup plus efficace. Ils ne sont pas assez nombreux aujourd'hui, donc il faut qu'on renforce effectivement cette possibilité de contrôler. Il ne s'agit pas d'interdire le Airbnb, qui est aussi une offre nécessaire, d'ailleurs qui vient compléter l'offre hôtelière sur le territoire. Et puis parce qu'il y a des gens aussi qui ont envie de cette offre d'hébergement plutôt que d'aller à l'hôtel. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Dans votre projet, il y a aussi beaucoup de propositions qui sont, j'imagine, destinées à faire rêver un peu les gens. On a du mal à comprendre un peu les pourtours. C'est des quartiers flottants, des forêts urbaines, des esplanades devant l'Hôtel-Dieu. Ça va ressembler à quoi la ville? Non, c'est pas des choses qui font rêver. C'est des choses, d'abord, on aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ces propositions autour des fleuves. Simplement, ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, le fleuve et la rivière, parce qu'on est sur le Rhône et la Saône, sont sous-exploités. Et donc, on a de grandes possibilités sur le Rhône et sur la Saône. On a d'abord des possibilités pour faire du déplacement urbain, pas simplement du déplacement de tourisme. On a fait un certain nombre de propositions à travers des navettes fluviales. C'est aussi des outils que l'on peut mettre en place pour faire de la livraison, de la logistique urbaine, de la livraison. Ça existe dans d'autres pays et donc on est en capacité de le faire ici sur cette métropole et en particulier tout au long du Rhône et de la Saône. Mais c'est aussi effectivement la capacité à faire ce qui... On n'a rien inventé, hein. Ça se fait ailleurs, c'est effectivement, notamment on a fait des propositions de piscines sur le Rhône, des propositions de quartiers flottants, ce qui se fait dans d'autres capitales européennes et on le propose effectivement sur cette métropole. Mais ce n'est pas un gadget, c'est une façon aussi d'envisager différemment la ville et surtout de se servir de deux atouts que nous avons qu'on n'a pas suffisamment utilisés jusqu'à présent. Donc des logements sur le Rhône. Et du logement aussi, puisqu'on a proposé aussi à expérimenter, y compris du logement étudiant sur le Rhône, sur le Rhône, pas sur la Saône, sur le Rhône, à hauteur de la Doua. Vous avez commencé à parler de la question de la transition écologique. C'est un sujet sur lequel vous avez marqué votre différence assez tôt sur Gérard Collomb. En ce moment, vous faites appliquer des normes sur la circulation automobile. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est un projet qui permettrait, à court, moyen, long terme, de rendre l'air de Lyon respirable. Non, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais évidemment. D'abord, je crois qu'il y a, pour le coup, beaucoup de choses ont été faites. Au passage, d'ailleurs... On respire toujours mal. Non, mais oui, mais beaucoup de choses ont été faites. Et au passage, en étroite collaboration avec Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts a été dans les exécutifs de Gérard Collomb depuis 2001. Et d'ailleurs, depuis 2001, a eu souvent en main les sujets dont on parle ici. Les déchets, la politique en matière de qualité de l'air, le plan climat, un certain nombre de choses. Et des belles choses ont été réalisées, y compris par des élus Europe Écologie Les Verts. Si on compte le nombre de jours de pic de pollution, ça n'a pas servi à grand-chose. Non, mais si, parce que ça pourrait être beaucoup plus important, ça pourrait être beaucoup plus grave que ça. Et donc, des résultats ont été portés. Par contre, il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite. Et je suis bien d'accord avec vous. Et donc, il faut qu'on ait des mesures qui soient plus importantes. Et on a enclenché ce mouvement-là. Moi, quand j'arrive en 2017, je dis où en est le dossier de la zone de faible émission dans cette métropole. Ce dossier est enfermé dans un placard, le placard est enfermé dans une pièce. Enfin, en tout cas, il n'a pas bougé d'un iota. Il n'a pas bougé. Je l'ai mis en place, je l'ai fait bouger, j'ai fait les concertations. Cette zone de faible émission aujourd'hui est en route. Elle a démarré. Au passage, d'ailleurs, on cite beaucoup Grenoble comme exemple. Il se trouve qu'en 2022, si on reste sur ce trade-là de la zone de faible émission, on sera plus drastique à Lyon qu'on ne l'est aujourd'hui à Grenoble. Donc c'est un élément concret, c'est objectivé, c'est les vignettes critères, enfin tout le monde peut regarder ça de très près. Quand j'arrive, l'éco-rénovation qui est un sujet aussi d'amélioration de transition écologique et énergétique, le budget est à 30 millions d'euros, il est passé de 30 millions d'euros à 50 millions d'euros. J'indique moi qu'il faut, pour être ambitieux sur ces questions-là, il faut qu'on dépense, enfin qu'on engage 40 millions d'euros, pas sur un mandat, par an. Et c'est ce que j'ai indiqué dans mes propositions, mais on a commencé à le faire. Donc on a fait un certain nombre de choses, on a accéléré sur un certain nombre de choses.
les 70 km/h sur le périphérique se font quand j'arrive, enfin en 2018, ils se mettent en place en 2018. Moi je pense que c'est l'addition d'un certain nombre de mesures qui permet de produire des résultats. Il faut sans doute aller encore plus loin. La différence, c'est que quand nos amis d'Europe Écologie Les Verts disent qu'il la zone de faible émission, elle n'est pas assez ambitieuse, il fallait tout de suite s'occuper des véhicules, comment dire, au-delà des véhicules utilitaires et des véhicules de livraison, mais des véhicules des particuliers. Et c'est la grande différence que l'on a, je crois, entre nous. On poursuit finalement le même objectif. On veut tous améliorer la qualité de l'air, on veut tous aller vite en matière de transition environnementale. Simplement, moi je ne prendrai pas des mesures, en tout cas je ne proposerai pas de mesures qui viennent altérer le pouvoir d'achat des plus fragiles et des plus démunis sur ce territoire. Et donc il faut qu'on mesure à chaque fois qu'on propose une mesure, c'est quoi l'incidence sur les plus fragiles. Pourquoi j'ai souhaité, moi, après les marches sur le climat, réunir pas simplement les acteurs de l'environnement, mais les réunir avec les acteurs du social. C'est justement pour ça. C'est quoi? C'est le travail que fait Laurent Berger et Nicolas Hulot. C'est pas, j'ai rien inventé. C'est ce que font Nicolas Hulot et Laurent Berger. C'est de dire, il faut aller vite en matière de transition écologique, mais il faut qu'on mesure à chaque fois qu'est-ce qu'on fait et comment c'est quoi l'incidence sur les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est les plus jeunes, les plus vieux, mais c'est aussi les plus démunis. Et moi, je suis dans ce mouvement-là. Et je resterai sous ce mouvement-là, c'est attention à faire en sorte que tout ça soit bien compatible et bien réalisable aussi. Il ne s'agit pas d'aller raconter des choses qu'on n'arrivera pas à réaliser et des choses qui viendraient altérer finalement la vie des plus fragiles. Et ça, c'est quelque chose d'important à mon avis. Mais quand on voit les préconisations du GIEC, ou quand on voit aussi l'exigence des marches pour le climat et les demandes de la jeunesse, il y a une demande d'un changement de vie, de nos modes de vie. Un changement beaucoup plus radical que ce qui est engagé. Oui, mais il faut être, encore une fois, on peut avoir des envies sur la question écologique. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif, il faut aller vite, il faut aller plus loin, mais il faut se garantir aussi de cet équilibre avec le social. Et je pense que c'est là-dessus où peut-être que j'ai un œil attentif, que d'autres ont moins sur cet équilibre-là. Est-ce qu'en matière de pollution, on peut se définir des objectifs ? Les objectifs, ils sont il n'y a plus de pics de pollution en 2020, les objectifs 2030. sont... D'abord, l'important, au-delà des pics de pollution, l'important, c'est la pollution de fond, plus que les pics de pollution. C'est la pollution de fond, et c'est ça qu'il faut arriver à régler, qui ne se règle pas d'ailleurs au passage uniquement par une seule mesure. On agite souvent les véhicules, la voiture, qui est une des raisons, bien évidemment. Il faut bien évidemment travailler sur ce sujet-là, mais ce n'est pas le seul. Beaucoup de gens sourient souvent quand on dit que le chauffage au bois est un des émetteurs de particules fines les plus importants sur la métropole. C'est la réalité, c'est les chiffres qui le donnent. Quand on fait une prime on accompagne celles et ceux qui doivent changer leur chauffage à bois, on répond aussi, en partie, on apporte une réponse. C'est moins médiatique, parce que ce n'est pas les voitures qu'on voit. C'est une image où on pense que c'est uniquement le chauffage à bois, c'est uniquement des beaux appartements avec des belles cheminées. Non, c'est souvent des gens les plus précaires qui, dans l'Est lyonnais, dans des pavillons qui sont des pavillons dans de l'habitat qui est assez difficile, continuent à se chauffer au bois et à se chauffer uniquement au bois. Et c'est intéressant d'aller accompagner ces gens-là, qui sont des gens plutôt précaires, dans ce changement-là. C'est toutes ces réponses-là, c'est l'addition de ces réponses-là, à mon avis, qui produit des résultats, mais encore une fois, avec cet équilibre absolument nécessaire entre la transition écologique et la transition sociale. C'est la même chose pour les déplacements. Sur le vélo, on a fait un certain nombre de propositions. Simplement, les propositions que je fais, elles ne s'adressent pas uniquement... C'est important de pouvoir s'adresser à la ville-centre, Lyon, Villeurbanne, nos quartiers dans Lyon et Villeurbanne. Mais il faut aussi pouvoir s'adresser à la première et la deuxième couronne, avec un sujet qui me paraît intéressant, qui n'est pas simplement une réponse à la transition écologique. Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, le matin, arbitrent. Je fais beaucoup de vélo, je prends beaucoup mon vélo. Mais les premières fois où j'ai pris mon vélo, c'est pas pour dire je suis un citoyen hyper engagé contre le climat. J'ai pris mon vélo parce que tout simplement, je gagnais du temps entre mon domicile et mon travail. Parce que c'était plus facile pour moi de prendre mon vélo que de prendre une voiture. C'était sale. Et je pense qu'il faut continuer dans cette... il faut amener des éléments extrêmement concrets aux gens. Après, si ça produit des effets sur le climat, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais le premier élément, c'est celui-là. Et sur le vélo, moi, j'ai proposé qu'on améliore aussi les liaisons entre la première et la deuxième couronne, entre la première couronne et le centre de Lyon. C'est aussi parce que ça répond à une problématique sociale d'insertion professionnelle. Beaucoup de gens trouveraient du boulot ailleurs,
ils n'ont pas les moyens de se déplacer, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, ils n'ont pas les moyens. Et donc, s'ils peuvent utiliser un vélo, si on a les infrastructures qui nous permettent d'utiliser un vélo, eh bien, ma foi, on règle aussi ces problèmes-là. De la même façon, quand on dit on va mettre l'accent sur le vélo électrique, assistance électrique, ça ouvre aussi des horizons à des gens qui sont les plus fragiles, qui sont les gens plutôt qui vieillissent et qui peuvent continuer à utiliser un vélo. Je pense que c'est un ensemble de choses et ce n'est pas uniquement le défi. Si on répond, et on doit répondre aux défis écologiques, aux défis énergétiques, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une vision plus globale pour convaincre les gens d'y aller. Parce qu'on est sur la question du modèle de développement, il y a un sujet sur lequel vous n'avez jamais entendu, c'est les centres commerciaux. C'était une des pierres angulaires du modèle de développement de Gérard Collomb, construire des nouveaux quartiers autour de grands centres commerciaux. Vous, est-ce que c'est une politique, vous estimez qu'elle a atteint ses limites? D'abord, elle a atteint ses limites, et ce n'est pas les politiques qui ont atteint les limites, c'est y compris la pratique de nos concitoyens, qui aujourd'hui ont montré qu'il y avait des limites à cet exercice-là. Je pense qu'il faut qu'on mette l'accent en particulier sur le commerce de proximité. Il y a une envie, je crois, il y a une volonté des gens d'être dans du commerce de proximité, de ne plus être dans ces grands centres commerciaux, et donc je pense qu'il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ce commerce de proximité. Il y a une concurrence extrêmement forte aujourd'hui qui n'est pas la concurrence des centres commerciaux, qui est la concurrence du numérique en quelque sorte. Il n'y a qu'à voir tous les jours le nombre de petites camionnettes qui rentrent en livrant des produits ici ou là. Et je pense qu'il faut qu'on ait une politique qui soit extrêmement volontariste en matière d'accompagnement du commerce de proximité. On ne l'a pas suffisamment fait sur la métropole parce que on s'est beaucoup concentré sur le développement économique, sur l'entrepreneuriat, sur les filières, les grandes filières. Je crois qu'il faut que dans les années qui viennent, on ait des budgets qui soient plus importants pour accompagner notamment les communes pour l'implantation de commerces de proximité sur leur propre territoire. Des communes l'ont fait sans attendre la métropole, notamment en préemptant des lieux, des locaux. Je pense qu'il faut qu'on soit plus volontariste sur cette question-là. Et les terrains qui ont été récupérés aux terres agricoles dans toute l'agglomération pour faire des zones commerciales, c'est une politique à laquelle vous souhaitez... D'abord, c'est une politique qui prend fin, puisque dans le plan local d'urbanisme et d'habitat qui a été adopté, la part est très belle à la préservation des terres agricoles et des terres naturelles. Donc on n'est plus y compris dans le plan local d'urbanisme et d'habitat qu'on a adopté il y a maintenant quelques mois en arrière. Donc on n'est plus dans ce mouvement-là, mais bien au contraire, on est sur la préservation des terres agricoles. Vous referiez l'OL Land? Ouais, je pense que je referai parce que l'OL Land, d'abord, je crois que le grand stade a monté. D'abord parce que c'est bien au-delà du stade. Et ce que j'avais pas d'ailleurs, moi, peut-être en tête au moment, et d'ailleurs beaucoup de gens peut-être n'avaient pas en tête, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un lieu de développement économique extrêmement fort. Il n'y a pas qu'un stade, il y a des hôtels, mais il y a aussi des activités qui s'y développent. Je crois qu'il y aura 3000 salariés sur ce territoire-là. L'Est lyonnais avait besoin de développement et besoin d'emploi. Oui, je pense qu'on le referait sans aucun doute. Quitte à prendre des terres agricoles, du coup. Là, on a pris des terres agricoles, mais on préserve plus de terres agricoles qu'on en consomme aujourd'hui dans le plan local d'urbanisme et d'habitat, si on regarde vers l'avenir et pas dans notre rétroviseur. C'est ce qui a été acté. Puisqu'on est dans ce secteur, à proximité, il y a l'aéroport Saint-Exupéry. Vous êtes monté au créneau assez fortement sur Vinci, et notamment sur le contrat du Rhône Express. Comment vous expliquez, vous, ce contrat qualifié d'aberrant pour le contribuable? Il est plus qu'aberrant. C'est un contrat proprement scandaleux, en quelque sorte. Moi, je suis un chef d'entreprise. Donc, ça ne me choque pas, moi, qu'une entreprise gagne de l'argent. Il faut qu'elle gagne de l'argent. C'est important qu'elle gagne de l'argent. Mais quand on a un taux de rentabilité tel qu'il est dans le contrat de Rhône Express, qui est un taux de rentabilité d'une entreprise qui prend des risques, qui devrait prendre des risques, on peut le comprendre si elle prend des risques. Mais quand c'est une entreprise qui a un taux de rentabilité d'une entreprise à risque et qui ne prend aucun risque et qui les fait porter aux collectivités, eh bien, ma foi, c'est proprement scandaleux. Quand on a un contrat où la collectivité a investi 80%, a participé à 80% de l'investissement, voire 90%, et celui qui exploite à 10%, eh bien, ma foi, c'est proprement scandaleux. Quand on fait peser les risques aux collectivités et qu'on en prend tous les bénéfices sans aucun risque, c'est scandaleux. Et c'est, en résumé, ce qui a poussé d'abord la Cour des comptes à dénoncer ce contrat. Et la collectivité, il en était de ma responsabilité de dire il faut poser ce dossier-là, il faut renégocier avec Rhône Express, donc avec Vinci. Force est de constater, c'est que Vinci n'a rien voulu entendre.
n'a pas compris. Il n'y avait pas que la baisse du ticket, bien évidemment, qui est facialement quelque chose qui intéresse. C'est bien normal les gens qui utilisent Rhône Express ou qui auraient envie de l'utiliser. Mais c'est aussi le modèle économique de Rhône Express qui était proprement scandaleux. C'est pour ça que moi j'ai proposé. Mon objectif, c'était pas de résilier pour résilier. C'était d'arriver à faire en sorte qu'on ait un contrat qui soit plus équilibré. Aujourd'hui, on va aller à la résiliation. En tout cas, on va la proposer aux administrateurs du Citral, parce qu'il n'y a plus de marge de négociation avec Vinci. Et on a fait la démonstration, que si on reprend à notre compte l'exploitation de Rhône Express, à terme, le Citral, c'est bénéficiaire et le Citral gagne de l'argent, il pourra réinvestir. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de question, enfin en tout cas pour moi il n'y avait plus vraiment de questions à se poser si ce n'est aller à la résiliation. Comment ce contrat a pu être signé? Moi je ne sais pas, moi je veux bien prendre la responsabilité de beaucoup de choses, mais la responsabilité du conseil général au moment où il discute avec Vinci et Rhône Express, il faut le demander à celles et ceux qui étaient à l'époque en charge de ce dossier-là. Moi je n'ai jamais été ni au conseil départemental et surtout pas à cette époque-là où j'étais dans mon entreprise, donc je ne sais pas pourquoi ils ont poussé sous cette forme-là, qui est une forme extrêmement étonnante. Vous avez dit que Gérard Collomb aujourd'hui joue le rôle de Vinci. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas, c'est de la même façon, il faut lui demander. Moi j'ai été très surpris de la position de Gérard Collomb qui, après un exposé très clair, alors c'est vrai que dans un premier temps le dossier est un peu complexe, mais on s'est donné les moyens d'expliquer à tous les administrateurs, y compris d'ailleurs avec la présence de Rhône Express, qui est venu essayer de réexpliquer de réexpliquer pourquoi ils avaient ces positions-là. Et c'est clair pour tous les administrateurs du Citral, sauf pour Gérard Collomb, qui effectivement est monté au créneau de manière très forte, à plusieurs reprises, publiquement, au sein de la commission générale, pour défendre Vinci, en nous expliquant que si on cassait cet outil-là, mais il ne s'agit pas de le casser. On a pris bien évidemment les garanties au passage pour faire en sorte que si on résilie, derrière l'exploitation continue. De la même façon, il n'y a pas de rupture, on n'arrête pas le service. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il s'en est fait l'ardent défenseur et l'ardent avocat, alors qu'il n'y a pas un élément qui doit pousser à continuer. L'intérêt, enfin le rôle des élus, c'est quand même de préserver l'intérêt de la collectivité et finalement des contribuables, quoi. Puisque ça coûte de l'argent aux contribuables, toutes ces affaires-là. Au passage, la métropole rembourse tous les ans 4 millions d'euros sur l'emprunt qui avait été fait par le Conseil général qu'on a récupéré. Et donc à partir de là, je ne comprends pas pourquoi il est dans cette position assez tranchée d'un soutien extrêmement fort à Vinci, nous expliquant que si ça continuait, Vinci allait se retirer de l'aéroport, ce que je ne crois pas une seule seconde. Son discours, c'est de dire on a besoin des grands opérateurs parce que c'est eux aussi qui vont investir dans la ville. Non, mais je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des grands opérateurs, mais la différence entre Gérard Collomb et moi, c'est que moi je connais l'entreprise et l'entreprise ne me fascine pas, je ne suis pas fasciné par l'entreprise. Je pense qu'on a besoin des entreprises, on a besoin des grandes entreprises sur un certain nombre de sujets, au passage, y compris sur la transition énergétique. Si on fait en matière de transition énergétique de la récupération de chaleur fatale sur la vallée de la Chimie, on ne peut pas la faire avec des artisans, on la fait parce qu'il y a des grands groupes qui ont des activités industrielles et donc qui consomment de l'énergie, etc. Sinon, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas réinjecter dans nos réseaux de chaleur urbaine, dans nos réseaux urbains de chaleur, là, de chauffage urbain, pardon, la chaleur fatale. C'est parce qu'on a des grands groupes qui sont là. Mais en même temps, on n'a pas à être fasciné par eux et surtout pas de passer par les fourches codines de n'importe qui, surtout pour des entreprises qui, finalement, se sont éloignées quelque part de l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est la prise de risque. Mais là, ce n'est pas la prise de risque. Rhône Express, le contrat comme il est fait, c'est l'assurance vie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Une dernière question dans l'actualité. L'enquête sur le financement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron a été classée sans suite. Stéphane Guillan, l'élu LR, vous demande de porter plainte au nom de la métropole et de vous porter partie civile. Est-ce que c'est quelque chose que vous ferez ? Je n'en sais rien, c'est quelque chose on a l'information depuis 24 heures, donc moi j'ai demandé à ce qu'on regarde le dossier de manière précise, savoir si d'abord ça justifie, et dans quelles conditions ça pourrait être fait si on devait le faire. Pour l'instant, c'est un peu frais, parce que c'est il y a 24 heures, donc on va regarder ça tranquillement. Vous ne l'excluez pas non plus ? On est interpellé, donc il faudra bien qu'on réponde à la question qui nous est posée, donc on va l'étudier. Je sais que vous n'avez pas tellement envie de parler de la question des alliances, vous vous concentrez sur le premier tour. Non, ça ne me dérange pas d'en parler. Ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas d'en parler. C'est peut-être la réponse qui va vous décevoir. Mais j'espère avoir une réponse. En tout cas, au moins, comme j'ai demandé à vos concurrents, quelles sont les lignes rouges des discussions ? Avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous ne pourrez pas discuter ? Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, la stratégie...
nous sommes nous les seuls à être dans le rassemblement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une étiquette. Donc ce qui nous laisse beaucoup de latitude. On n'a pas finalement à tenir compte d'une stratégie. C'est important parce que nous, on n'a pas à tenir compte d'une stratégie nationale. On ne passe pas par Paris pour demander les instructions pour négocier avec Pierre-Paul ou Jacques. Ce n'est pas le cas, et c'est bien normal, de celles et ceux qui ont une étiquette et qui doivent rendre compte aux instances nationales de leur propre parti politique des accords qu'ils passeront. Quoi qu'il arrive entre les deux tours, vous n'écoutez pas de consignes. Et donc ils sont comment dire, c'est moins facile pour eux. On peut le comprendre. Je le sais, j'ai été responsable ici d'un parti politique, du Parti socialiste. Donc je sais comment les choses se passent en matière de négociation, et que d'abord et avant tout, il y a une stratégie nationale, et que vous devez tenir compte de cette stratégie nationale. Nous, on est libre comme l'air, puisqu'on n'a pas de stratégie nationale, on n'a pas d'étiquette. Donc on est dans le rassemblement, et nous ferons ce qui nous intéresse en matière d'analyse des résultats au soir du premier tour. Simplement, qu'est-ce que je regarde? Et je ne prendrai l'avis de personne à Paris, je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à celles et ceux qui sont partis dans l'aventure avec nous. Et puis à celles et ceux qui ont voté pour nous au premier tour. Et donc, c'est uniquement ça qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, eh bien, au soir du premier tour, ce qui n'empêche pas de regarder avant, de discuter tranquillement avec tout le monde. C'est à partir de la base de notre projet, de nos ambitions pour le territoire, pour la métropole, avec qui on peut réaliser au mieux eh bien, un maximum de nos engagements. En fait, c'est ça la question toute simple aujourd'hui. Et puis, effectivement, celles ou ceux avec qui il ne sera pas possible, a priori, de discuter. Et c'est comme ça qu'on va entamer les choses. Alors aujourd'hui, dans le paysage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement Gérard Collomb, qui est investi par La République En Marche, rejoint, parce que ça c'est important, par l'UDI, donc nouvel allié de La République En Marche, par Agir, des gens qui étaient des anciens républicains, au passage dont certains étaient mes concurrents dans mon propre arrondissement en 2014, Emmanuel Hamelin, qui a passé son temps à taper sur la tête de Gérard Collomb pendant un mandat et qui, depuis 6 mois, lui trouve tous les talents possibles. On a le droit de changer et c'est remarquable, mais c'est comme ça. Avec qui, moi, je ne porte pas les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Et à partir de là, un projet qui se dessine de Gérard Collomb, qui reste le même que celui... Gérard Collomb, la société a changé, la métropole a changé, Gérard Collomb, lui, n'a pas changé. Alors c'est une forme de constance, mais ça ne prend pas en compte la réalité quotidienne de notre métropole. Gérard Collomb, lui, considère que la métropole, c'est le Grand Lyon. Il le dit d'ailleurs, il dit moi, je souhaite être président de la métropole parce que je suis passionné d'urbanisme et il a dit d'architecture, enfin bon, d'aménagement. Mais la métropole aujourd'hui, c'est plus le Grand Lyon. La métropole, c'est quelque chose de bien plus important que ce que c'était auparavant. C'est pas que les fonctions urbaines, c'est le maillage de toutes les compétences que j'ai indiquées, c'est tous ces leviers-là. Et donc, il faut avoir une ambition qui n'est pas uniquement une ambition qui tourne autour de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace public. C'est une ambition du quotidien et de la proximité pour nos concitoyens. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les collèges, l'éducation, c'est la protection maternelle infantile, c'est le handicap, c'est le vieillissement, c'est la protection de l'enfance. Enfin, c'est des sujets extrêmement divers et variés, avec, bien évidemment, sans oublier les sujets que nous avions auparavant. Et c'est ce mariage-là. Il est incapable de faire ce mariage-là. Il n'y a pas une seule vision pour lui qui consiste à gérer l'ensemble de ces problèmes-là. Donc, à partir de là, il y a une vision que je considère, moi, comme datée. Datée, non pas parce que des choses n'ont pas été faites dans le passé, mais datée parce qu'elle ne prend pas en compte aujourd'hui la réalité de ce territoire. Datée parce que Gérard Collomb réagit toujours en extrême centralité. Gérard Collomb ne comprend pas qu'on puisse accompagner les communes. Quand moi je dis qu'il faut accompagner les communes, parce que les communes, elles ne peuvent pas avoir, la métropole ne peut pas avoir le fruit de la croissance, tel que je l'ai indiqué, c'est-à-dire avoir la fiscalité des entreprises, la fiscalité de cette croissance, et ne pas redistribuer aux communes, pour que dans les communes, les nouveaux arrivants, les habitants dans les communes, eh bien, ils ont besoin d'avoir des écoles, des crèches, des gymnases, des piscines, enfin un certain nombre de choses. Il faut qu'on puisse accompagner ce développement-là, ce service au public, ce service public. Et à partir de là, Gérard Collomb est dans une position où il est difficile pour lui de trouver des alliances. Il y a une ligne de fracture qui est très claire, qui est l'anneau des sciences, qu'on pourrait qualifier plutôt d'anneau d'essence, parce que c'est construire une structure autoroutière pour y mettre des voitures, c'est plutôt y consommer de l'essence que s'ouvrir à la science.
Et à partir de là, il y a une vraie ligne de fracture. Moi, j'ai attendu longtemps pour prendre une décision sur la no-déchéance. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une position qui n'était pas une position idéologique, mais une position pragmatique qui s'appuyait sur des choses extrêmement concrètes. Je me suis fait, en quelque sorte, une idée précise de la question. Et à partir de là, j'ai dit, bah, écoutez, la no-déchéance me paraît une infrastructure complètement dépassée, qui d'abord est infinançable. Parce qu'en 87, 90, quand on commence à y penser, on dit on va financer avec les fonds européens, on va financer avec les fonds de l'État. Aujourd'hui, l'État ne financera pas une structure qui produit du carbone, l'Europe encore moins. Et donc la métropole, seule face à son destin pour faire la no-déchéance, ne le fera pas. Il ne se fera jamais. À partir de là, Gérard Collomb a fait de cette no-déchéance une ligne. Moi, j'ai dit qu'il fallait plutôt travailler sur les mobilités de manière rapide. On a fait un certain nombre de propositions. J'aurai l'occasion d'y revenir pendant la campagne. Ça fait partie des choses qui sont effectivement difficiles à négocier. On n'est plus de le temps où Gérard Collomb négociait avec les Verts et disait aux Verts « je ferai la no-déchéance, simplement ce que je vous demande pour rentrer dans mon exécutif, c'est vous ne votez pas les délibérations de la no-déchéance, je le ferai quand même, mais vous ne voterez pas. » C'est l'accord qui a été passé avec les Verts. Les Verts avaient intégré le fait que la no-déchéance se ferait, qu'ils participeraient à l'exécutif, simplement comme ils ne pesaient pas dans la majorité de manière très forte, ils disaient on va quand même participer à l'exécutif, mais quand la no-déchéance, quand on votera les délibérations de la no-déchéance, on ne les votera pas, on ira voir ailleurs ce qui se passe. C'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus prégnant, et aujourd'hui, cette infrastructure est quelque part une ligne de fracture dans la négociation. Il y en a d'autres. On évoquait en début d'entretien cette vision qu'il a du social que je ne partage pas. Et donc à partir de là, c'est une deuxième raison. Il y a une troisième, c'est sans doute la méthode de gouvernance, la façon de faire, la façon de se projeter, y compris avec les habitants, y compris avec un exécutif. J'ai montré qu'on pouvait être efficace dans cette métropole, pas avec un seul homme qui décide de tout, mais avec une gouvernance qui soit beaucoup plus participative. On a des vrais talents autour de nous, il faut les faire vivre. À partir de là, c'est difficile de discuter avec Gérard Collomb d'une quelconque alliance. 3 lignes de fracture avec Gérard Collomb, ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion et pas d'alliance possible au deuxième tour avec lui? Non, ça paraît extrêmement difficile pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais on imagine que si jamais d'aventure vous étiez 2e ou 3e, la pression de vos alliés, de vos amis va être très forte. Peut-être que du côté d'Emmanuel Macron, on dira c'est pas normal et que vous avez beaucoup d'alliés qui sont LREM, ils vont vous dire réunissez-vous. Non mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, nous sommes dans une liste de rassemblement sans étiquette politique. Donc c'est une discussion que nous avons entre nous et on n'est pas en train de demander à quelqu'un d'extérieur. Et puis à interroger peut-être autour de nous celles et ceux qui constituent la campagne. Et si je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est discuté entre nous. Je ne suis pas le seul à décider de ça. Ce qu'on regarde de près, c'est... Il y a des députés qui vont peut-être perdre leur investiture si jamais ils continuent à vous soutenir. Les députés, d'abord, personne n'a rien perdu pour l'instant. On nous a annoncé qu'un certain nombre de gens allaient être exclus du mouvement La République En Marche. Mais enfin, La République En Marche a montré avec quel talent ils pouvaient investir tout et n'importe qui, n'importe où. Je veux dire, par exemple, c'est quand même assez innovant d'avoir une double investiture Républicain et République En Marche, avouez-le. Moudinque à Toulouse qui a la double investiture, n'a plus rien y comprendre. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Villeurbanne avec Bruno Bonnell, mais quand le délégué départemental de la République En Marche vient quelque part assister à une conférence de presse où Bonnell annonce une alliance avec des républicains avec un discours extrêmement droitier, quoi. C'est-à-dire sur la sécurité, comparant Villeurbanne au Bronx, et que le délégué départemental de la République En Marche est là, on sent quand même un mouvement qui aurait tendance un peu à s'égarer quand même sur des terres sur lesquelles moi je n'irai pas. D'accord, donc pas d'alliance avec la droite non plus, pas d'alliance avec Collomb. Non, avec la droite, je crois que les choses sont assez claires. Je crois que voilà, pas d'alliance possible. Reste des discussions possibles avec, ma foi, Europe Écologie Les Verts, avec ce qui constituera sans doute les listes menées par Renaud Père. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette discussion-là. On voit bien qu'on converge sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas de ligne de fracture. Il y a simplement une voie qui, pour l'instant, n'est pas la leur et qui est la mienne. C'est de dire, moi, je n'ai pas de problème avec l'entreprise. Je n'ai pas de problème avec le développement économique. Je ne vois pas de contradiction entre l'accompagnement nécessaire, absolu, de l'économie et la transition écologique. Ça, c'est la première chose. Et là-dessus, je pense que c'est une différence que nous avons avec Europe Écologie Les Verts.
mais une différence qui peut se discuter. Mais en tout cas, c'est une vraie différence. Moi, j'ai une différence aussi avec eux sur la question sociale. Je ne sais pas, aujourd'hui, quelles sont les propositions d'Europe Écologie Les Verts sur la question sociale. Je ne le vois pas. Moi, je dis par exemple qu'il faudra que dans cette métropole, à chaque fois qu'on prend des décisions demain, on puisse, eh bien, par exemple, mesurer, si on veut l'équilibre, si cette mesure-là, si cette décision-là, qu'est-ce que c'est l'incidence sur les 10% des personnes les plus fragiles sur la métropole. C'est une manière d'avoir cet équilibre-là, de chaque fois de mesurer ce que l'on fait. Et donc c'est cet équilibre entre le social et l'écologie et l'économie. Aujourd'hui, on a, nous, ce discours-là. Bon, ben, ça fait partie de discussions qu'il faudra entamer, mais les discussions ne sont bien évidemment pas entamées et elles ne se feront pas avant le premier tour. D'abord parce qu'il en va de la question du rapport de force. Qui sera devant, qui sera derrière, celui qui sera devant sera loin, pas loin, enfin tout ça est aujourd'hui politique fiction. Et puis je crois que derrière, il y a un élément aussi important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une dynamique de campagne, c'est l'argument que je développe, c'est de dire, le seul qui a cet équilibre-là entre l'économie, l'écologie et le social, c'est ce que nous représentons nous. La deuxième chose, c'est, on parle d'urgence. Il faudra que dans cette métropole, qui est une grosse machine, 9500 agents, au passage où on est dans un dialogue social extrêmement fructueux. Vous pouvez interroger les organisations syndicales, c'est important aussi d'avoir des agents qui, demain, aient plutôt une adhésion à l'exécutif. C'est plutôt intéressant. Et c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'on a montré qu'on était dans un dialogue social important et qu'on avait des agents qui pouvaient se mettre en mouvement autour d'objectifs précis. Et il faut qu'on puisse remettre la machine en route tout de suite, rapidement. On ne peut pas dire qu'il y a une urgence écologique, il y a une urgence sociale, il faut continuer à faire en sorte d'accompagner les entreprises et mettre en 1 an à redémarrer la machine. Et je suis celui qui peut la faire redémarrer très vite parce qu'elle ne sera pas arrêtée. Je pense que c'est important dans la situation dans laquelle on est, d'urgence en quelque sorte, et de dire il faut y aller de manière très forte. Vous n'avez pas parlé de France Insoumise, de Nathalie Perrin-Gilbert. C'est que vous excluez les discussions? Non, mais je crois que là-dessus, il faut savoir à un moment donné mettre un certain nombre de frontières. Enfin, la France Insoumise, Nathalie Perrin-Gilbert sont sur des excès, d'ailleurs qui sont plutôt souvent des excès, on va dire, verbaux que d'actes, mais qui ne permettent pas de rentrer dans une discussion de manière concrète avec Nathalie Perrin-Gilbert et avec la France Insoumise. Il en est pour l'instant, en tout cas pour l'instant, il n'en est jamais question. Je pense qu'il y a des gens avec qui on peut discuter, parce qu'on a déjà discuté, parce qu'on a déjà travaillé avec. Je rappelle qu'Europe Écologie Les Verts, on travaille avec eux depuis 2001. Hein. C'est pas des gens inconnus. Les autres, c'est... Nathalie Perrin-Gilbert, vous l'avez rencontrée au Parti Socialiste. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais là, aujourd'hui, elle a une évolution qui n'est pas la mienne et elle est dans des excès que c'est pas sur tous les sujets, hein. Il y a des sujets sur lesquels on peut converger, mais je ne vois pas comment on pourrait converger sur un accord avec elle, par exemple. Ce que je comprends, c'est que vous avez défini vos alliés potentiels, les écologistes, la gauche unie, et vous dites c'est les électeurs qui décident l'ordre d'arrivée. Je suis prêt à jouer si les électeurs décident. Parce que d'abord, parce qu'on est dans un rassemblement. Moi, je rappelle que le rassemblement que l'on a, il est extrêmement large. Il va du centre droit. Jean-Luc Dapassano, pour être très concret, peut-être le problème. N'est pas quelqu'un qui sa culture est de centre droit. Mais oui, il est écolo-compatible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Peut-être pas pour les écolos. Non, mais il y a une urgence. Ouais, mais si vous voulez, moi, je fais pas le procès. D'abord, le procès sur le passé des uns et des autres, sur le fait que certains auraient commis le péché originel parce qu'ils seraient en marche, parce qu'ils seraient je ne sais quoi. Enfin, je pense que c'est ridicule dans la situation dans laquelle on est. Ça, c'est des positions idéologiques, dogmatiques, de dire un tel a travaillé au centre droit, il ne pourra jamais travailler avec nous. D'autant plus que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts est dans l'exécutif avec Richard Brome, qui est l'adjoint, le vice-président aux finances. Donc je pense qu'il faut se détendre un peu là-dessus, arrêter de caricaturer les choses. On a un rassemblement, nous, qui va du centre droit, effectivement. Je dis Jean-Luc Dapassano parce qu'il quelqu'un de connu et qui a un parcours qui était un parcours de centre droit, en quelque sorte, mais qui aujourd'hui, on le voit bien sur l'anneau des sciences. Moi, on m'avait dit, le jour où tu prendras position contre l'anneau des sciences, si tu prends position contre l'anneau des sciences, tous ces gens-là vont partir. Tous ces gens-là vont partir. Et en particulier, les élus Synergie. Aujourd'hui, Didier Crétenay, maire de Saint-Genis-les-Olières, qui est avec nous dans nos équipes, vient de faire voter
dans son conseil municipal une motion pour prendre position contre l'anneau des sciences. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui transcende les partis politiques, et on a des gens du centre droit, on a des gens qui viennent de la gauche, on aura d'autres accords dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, qui montrera qu'on est très large sur ce spectre-là. À partir de là, ça permet de discuter avec beaucoup de monde. Et vous dites, c'est les électeurs qui définissent l'ordre d'arrivée, je suis prêt à jouer les seconds rôles si jamais... Après c'est les électeurs et les électrices. Notre ambition, c'est d'être en tête, bien évidemment. C'est pas de commencer à dire on va jouer les deuxièmes ou les troisièmes hommes. On peut jouer par contre la troisième voie, c'est-à-dire celle qui permet, eh bien, ma foi, d'être efficace et de rassurer celles et ceux qui, notamment quelque part dans les forces économiques, disent attention, si Europe Écologie Les Verts est tout seul aux manettes, on s'inquiète, et qui permet aussi de rassurer celles et ceux qui disent on ne peut pas lire demain la métropole uniquement avec la question écologique et la transition énergétique, la question sociale est importante. Et je pense qu'on est en capacité, nous, en tout cas, à réaliser cet alliage, parce qu'on a montré qu'on était déjà en train de le faire, qu'on était capable de le faire et qu'on peut aller plus loin sur ce terrain-là. Je suis arrivé à la fin de cet entretien. Simplement, s'il y a une idée que vous souhaitez faire entendre dans cette campagne, et que les électeurs retiennent de votre projet, ce serait laquelle? C'est de dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence écologique, il y a une urgence sociale, que cette métropole elle a tous les leviers pour répondre à ces urgences-là, que l'urgence sociale, elle doit se régler bien évidemment, y compris par l'emploi, donc il faut continuer à être fort en matière économique, et que celui qui peut bien faire cet alliage-là, eh bien c'est moi qui peux le faire, et de manière extrêmement efficace, parce qu'on a commencé à le faire ici dans cette métropole. Merci. Merci beaucoup.